Bonjour à tout le monde. Je suis très touchée de pouvoir être avec vous et merci pour votre présence aujourd'hui. Merci à toutes les personnes de l'association qui ont rendu cette rencontre possible. Une fois de plus, merci en particulier à Evelyne pour ces années de boulot. Boulot silencieux, boulot efficace. D'ailleurs, j'oserais presque dire, c'est souvent comme ça dans l'autisme. Méfiez-vous des gens qui se font trop de pub. Quand on travaille beaucoup dans le secteur de l'autisme, on n'a pas le temps de se faire de la pub. Voyez. Donc, il y a peut-être une réflexion à mener en la matière. Mais bon, commençons, si vous le voulez bien, par un petit retour en arrière. La petite histoire que je souhaiterais partager avec vous se passe en mars 2020. Vous vous en souvenez? Oui, non? De mars 2020, oui. Alors, donc, il y a eu dans la panique du début mars 2020 un inventaire qui a été fait dans les hôpitaux. Inventaire des matériaux, inventaire des machines. Et en particulier des machines servant à faire respirer les malades. Alors, ces machines-là, on en avait, ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'était cette petite pièce que vous voyez ici et que le monsieur tient entre les doigts. Cette petite pièce se met dans la grande machine qui sert à faire respirer le malade et cette petite pièce, qui a la taille d'une carte de crédit, mesure la teneur en oxygène de l'air expiré par la personne. Et en fonction de cela, la grosse machine sait s'il faut rajouter de l'oxygène ou pas. Alors, avant la crise du Covid, ces pièces-là étaient fabriquées dans des usines quelque part en Chine. Mais avec l'arrêt du commerce international, on s'est retrouvé dans une situation critique parce qu'il avait fallu trouver une façon de les produire localement. Et la difficulté, c'est la suivante, c'est qu'au milieu donc de cette pièce, il y a un fil plus mince qu'un cheveu qui est tendu entre deux soudures. Si aujourd'hui on présentait à l'honorable assemblée ce fil-là, je pense que 9 personnes sur 10 ne le verraient même pas. À tel point il est mince et transparent. Voyez. Donc, la panique du mois de mars 2020 avait été de trouver des PME en France capables de tendre et de souder ce fil invisible. Beaucoup de PME ont été sollicitées, démarchées par les autorités. Aucune n'a réussi à soulever le défi. Et il se trouve que dans l'une des réunions, il y avait un bonhomme qui, dans sa vie professionnelle, est directeur d'un ESAT. Alors, un ESAT, c'est un lieu où bossent des personnes handicapées, en bien ou en mal, on le verra plus tard. Mais il se trouve qu'il était là et il a entendu la demande. Le lendemain, les 140 personnes de l'établissement étaient sollicitées l'une après l'autre pour essayer de faire la fameuse soudure. Tous ont échoué, bien sûr, le directeur en premier. Voilà. Jusqu'à ce que vienne le tour d'Anne. Anne est une femme adulte jugée déficiente intellectuelle, une femme autiste, mais avec des yeux bioniques. Et donc Anne, non seulement voit, c'est elle, Anne, voit parfaitement le fil, mais elle est parvenue évidemment à faire la soudure. Et à partir de là, elle ne faisait plus que ça du matin au soir. 400 soudures par jour. Voyez. Et donc Anne, celle que tout le monde méprisait, c'est celle qui a permis aux hôpitaux de tenir. Voyez. Alors évidemment, pour ça, il faut rendre l'environnement de travail adapté. Parce que Anne a un être très cher à son cœur, c'est Youpi, son chien. Donc le préfet a dû garder Youpi pour que Anne puisse s'occuper avec les soudures. Oui. Et en avril, mai, juin 2020, il ne faisait vraiment que ça 10 jours. Voilà. Donc les mois ont passé, Anne a bien sûr repris ses activités précédentes. Elle a reçu, je crois, un pins de Madame Macron, mais elle n'en a rien à faire parce que ça pique, voilà. Et donc Anne, j'ai eu la joie de la rencontrer. Quand elle vient à vous, elle ne se présente pas comme « Bonjour, je suis Madame X qui a sauvé des milliers de vies ». Non. Elle dit « Bonjour, c'est Anne ». Ah, vous me direz que c'est une belle histoire. En fait, non, ce n'est pas une belle histoire. Parce que je ne vous ai pas dit tout ce qui est mauvais dans cette histoire. Je n'ai pas osé dire combien gagne par mois Anne.
Voyez, je crois que ce serait une honte de le dire en public. Et oui, il y a des gens qui sont surpris d'apprendre qu'on peut en France bosser à temps plein sans toucher le SMIC, quoi. Ben oui, ça arrive pour beaucoup de personnes handicapées, quoi. Voyez. Je n'oserais également pas dire en public dans quelles conditions elle est logée. Ben oui, on n'y a pas pensé, quoi. Je n'oserais pas dire dans quelles conditions elle se rend au boulot. Elle doit marcher pendant 1 heure à pied dans des lieux, on va dire, pas très très fréquentables, puis ensuite des bus à n'en pas finir. Ben oui, ça on n'y a pas pensé, quoi. Voyez. Et donc le pire dans tout ça, c'est qu'en fait Anne est tellement habituée à être exclue, tellement habituée à être méprisée, et puis tellement gentille finalement, qu'elle ne se proteste même pas. Quelqu'un d'autre, un être jugé normal, mais bon, que veut dire la normalité? Lorsque le préfet début mars était en panique, il aurait dit au préfet: « Epst, mon garçon, 100 000 € par jour ou je ne bosserai pas, quoi. » Et il aurait dû payer, quoi. Voyez. Mais bon, c'est Anne. Ou ce sont tant d'autres personnes jugées différentes. Et finalement, ce sera toujours quelqu'un d'autre qui va empocher leur place, leur argent, et puis la reconnaissance qui était due à leur travail. Voyez. Donc c'est un peu la triste histoire d'Anne, finalement. Mais, voyez, des personnes comme Anne, il y en a beaucoup. Et que veut dire la notion de déficience dans tout ça? Que veut dire la notion de handicap? Qui est réellement déficient dans l'histoire? Je l'ignore, mais en tout cas, Anne, avec ses yeux bioniques, n'est certainement pas déficiente, ni sur le plan, on va dire, professionnel, ni et surtout sur le plan humain. Bon, c'est une petite histoire d'introduction. Mais vous voyez, les histoires dans le handicap sont souvent un peu de la même façon, à la fois très joyeuses et très tristes, quand on saisit un peu toutes leurs dimensions. Mais maintenant, puisqu'il nous faut un peu réfléchir à ces questions du travail, de l'âge adulte, je vous propose de partir d'un cas concret pour affiner nos compétences en diagnostic. Alors vous le verrez, ce n'est pas tout à fait le genre de point de départ qu'on peut avoir dans d'autres, on va dire, formations. On va se faire les dents, si vous le voulez bien, avec donc Winnie l'ourson. Alors, je me retrouve tout de suite dans un environnement qui est plus adapté à mon âge développemental voilà. Et donc, on va parler de Winnie. Mais dites-moi, avant cela, dites-moi, quel est le diagnostic de Bourriquet? Une idée, non? Les éminents spécialistes dans la salle, qu'en pensez-vous? Il est dépressif, non? Et même si vous traversez une mauvaise passe, je crois que vous n'êtes pas aussi mal au point que le pauvre Bourriquet, quoi. Voilà. Donc Bourriquet, il réussira quand même à avoir de beaux moments. Comment et pourquoi, on va l'aborder dans quelques instants. Mais en tout cas, on a notre premier diag. Bourriquet dépressif. Dites-moi, un Tigrou, qu'est-ce que vous pensez de Tigrou sur le plan médical? Et il est hyperactif, il est très très hyperactif. Est-ce que vous avez déjà eu affaire à des enfants très très tigrous qui ne tiennent pas 3 secondes en place, quoi? Ça existe, il y en a même beaucoup. Et je crois que dans toutes les classes, il y a au moins un petit tigrou, quoi. Voyez. Le problème, c'est que quand vous êtes enfant, ou même adulte, on demande que vous soyez en mesure de rester pendant X heures par jour assis sans bouger sur une petite chaise, derrière une petite table. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, eh bien votre vie sera très 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 difficile. Vous serez liquidé de l'école et votre vie ensuite sera confrontée à 1001 difficultés. Ça, c'est la problématique de Tigrou. Et quand on y réfléchit, est-ce que Tigrou est bête? Non, Tigrou n'est pas bête du tout. Simplement, les gens le considéreront bête parce qu'il n'a pas de diplôme, voyez, parce qu'il a été viré de l'école quand il avait 5 ans. Voyez.
Est-ce qu'on est obligé en tant qu'élève d'être assis sur une petite chaise derrière une petite table pendant 10 heures par jour? Ben non, on peut apprendre dans toutes sortes d'autres circonstances. Est-ce que vous avez déjà mis les pieds dans une école, je ne sais pas, en Scandinavie ou autre? Ça ne ressemble pas à une école type éducation nationale. Hein? Vous voyez, ça ressemble peut-être à une cuisine familiale où on fait un gâteau et puis pendant ce temps-là, on parle de Dieu sait quoi. Vous voyez? Donc on peut tout à fait imaginer un autre cadre d'apprentissage. Et il y a toutes sortes de solutions pour que nos petits tigrous puissent apprendre, puissent se développer. Hein. Pour vous taquiner un petit peu, j'en discutais l'autre jour avec une amie qui a 3 qualités. Hein. Elle est maman d'un enfant autiste un peu profil tigrou. Hein. Elle est médecin dans un grand hôpital, donc elle voit un peu ce que ça veut dire. Et puis, troisièmement, elle est d'origine congolaise. Hein. Elle m'a raconté que dans son village, hein, il y avait pas de problème d'hyperactivité. Pourquoi? Parce que les parents étaient ravis d'avoir un enfant plein de vie, quoi. Voyez. Comment est-ce qu'on en est venu à cette quasi-aberration de considérer comme pathologique le fait d'être plein de vie? Je n'ai pas d'argent pour l'avocat, hein, vous excuserez, donc je ne citerai pas les produits chimiques en question. Mais dans mon boulot, j'ai régulièrement affaire à des jeunes adultes qui ont par exemple derrière eux 20 ans d'un certain produit chimique donné aux petits ou grands tigrous, quoi. Mais je peux vous dire que c'est pas joli à voir, quoi, en termes de conséquences à très long terme. Mais bon, ça c'est juste une remarque personnelle. Après tigrou, on en vient à Porcinet, quoi. C'est quoi le diag de Porcinet? Qu'est-ce qu'il est, lui? Dites-nous. Oui, paranoïaque. Peut-être, mais je dirais surtout anxieux, non? Peut-être. La frontière est à déterminer. Je ne sais pas ce qu'en pensent les experts dans la salle. Non, oui. Je dirais, oui, je pense qu'il est très très angoissé. Le moindre changement, le moindre inconnu l'angoisse beaucoup. Dans le petit monde de l'autisme, on connaît bien hein, ça. Et par ailleurs, Porcinet, il est bègue, hein, il bégaye. Hein. Quand vous êtes bègue, là aussi vous serez liquidé par notre société occidentale, parce que la société occidentale a tendance à évaluer la prétendue intelligence des gens en fonction de votre aptitude à produire un baratin fluide. Ben oui. Mais il n'y a aucun lien entre la production d'un baratin fluide et l'intelligence. En politique, il y a quelques spécimens assez étonnants à cet égard-là. Donc, comment est-ce qu'on va faire avec Porcinet? Eh bien, on peut tout à fait lui désigner une personne de confiance. Hein? On y arrive dans quelques instants. C'est un rôle de Winnie. On peut tout à fait réfléchir à son environnement et on peut tout à fait imaginer un environnement de communication plus tolérante où les personnes, par exemple, bègues, ne seraient ni moquées ni exclues. Est-ce que c'est trop demandé? Parce que là aussi, Porcinet n'est pas idiot du tout, hein, voyez. Simplement, il a 2-3 particularités qui, au fond, ne sont pas si graves que ça, quoi. Simplement, c'est horriblement stigmatisant. Hein. Et puis, Maître Hibou, dites-moi, est-ce que vous avez réfléchi au diag de Maître Hibou? Comment est-ce qu'on appelle quelqu'un qui raconte des trucs très très savants, totalement déconnectés de ce qui se passe dans la réalité hein? Lorsque la maison s'effondre, il vous explique des choses savantes sur la météo et autres. Je pense que dans le petit monde de l'autisme, on a hein, quelques maîtres hiboux, quoi. Hein, ouais. J'en fais un petit peu partie à mes heures perdues, quoi. Hein, voilà. Donc oui, maître hibou, hein, c'est bien quelqu'un de chez nous, quoi. Hein. Alors, dans la version francophone, je ne sais pas, mais dans la version anglaise de Winnie, maître hibou, il a un ton de voix très très rigolo, quoi. Hein, très très typé, quoi. Hein, c'est aussi assez intéressant. Et Winnie, dans tout ça, qu'est-ce que vous pensez de Winnie? Bon, il est gourmand, mais ça c'est plutôt une qualité, je trouve. En fait, je ne pense pas que Winnie ait un handicap quelconque. Hein. Par contre, Winnie, c'est le travailleur social idéal. Voyez? Winnie, c'est ce qu'on devrait devenir ensemble, non? Parce que Winnie l'ourson sait travailler aussi bien avec Bourriquet qu'avec Tigrou, qu'avec Dieu sait qui, quoi. Voyez? Ça,
Un personnage comme ça dans une entreprise, dans une administration, ça vaut de l'or. Il y a un conflit, il y a un problème quelconque, Winnie l'ourson arrive et vous avez la garantie qu'en 2 minutes, le problème sera résolu. Mais de quoi rêver mieux, quoi? Et à mon avis, l'objectif de l'école ne devrait pas être d'apprendre quand est mort Louis XIV. D'ailleurs, si vous savez que c'était le 1er septembre 1715, vous aurez droit à une médaille en chocolat ou je ne sais quel diagnostic. Mais l'école, à mon sens, devrait servir à apprendre les compétences de Winnie l'ourson, à savoir d'être et de fonctionner harmonieusement avec toutes sortes de profils humains. Une sacrée leçon comme celle de Winnie. Mais j'ai oublié la question essentielle. Pourquoi, à votre avis, tout le monde connaît Winnie l'ourson, mais pourquoi? Comment se fait-il que vous connaissiez cette histoire pour enfants qui remonte à des décennies en arrière? Des histoires pour enfants, il y en a des millions. Comment se fait-il que celle-ci soit tellement populaire? La raison est sous vos yeux. C'est que les personnages sont à l'image des enfants réels. Voyez-vous? Les enfants ne s'identifient pas avec les personnages purs et parfaits. Mickey est chiant. Ah oui, Mickey est pur et parfait. On ne peut lui faire aucun reproche, il fait toujours ce qu'il faut, etc. Aucun handicap chez Mickey. Personne ne s'identifie à Mickey et personne n'aime Mickey. Je veux dire Mickey en tant que personnage, pas en tant qu'emblème, par exemple, d'un univers. Par contre, tout le monde adore Donald. Donald, il a tous les défauts de la Terre. Ici, quel que soit votre profil, vous vous retrouverez. Voyez, si par exemple on se moque de vous parce que vous êtes angoissé, parce que vous avez des discours trop théoriques, eh bien, tiens, lui, il est comme moi. Voyez? Et ça, je crois, c'est stupéfiant de voir comment, j'allais dire, l'humanité est diverse, profondément diverse. Il n'y a pas, je crois, d'enfant normal et pas d'adulte normal non plus. Et comment, lorsque la création culturelle est en phase avec cette diversité-là, tout le monde s'y retrouve. Voyez, j'ai un ami, aujourd'hui hélas décédé, qui était un haut responsable de la police en France, qui avait mené quantité d'enquêtes. Et il m'avait expliqué, dans une enquête criminelle, si tu tombes sur le type parfait, qui n'a jamais eu d'embrouille, jamais de dette, toujours sympa avec tout le monde, c'est lui le tueur. C'est bien sûr un peu cocasse, mais il y a quelque chose à méditer là derrière. Donc l'univers de Winnie l'ourson, en fait, c'est le nôtre. Et là encore, c'est bien sûr fait pour les enfants. Mais il y a bien des leçons à en tirer par rapport à nous autres, les adultes, ou du moins qui nous croyons adultes, parce que souvent la réalité est bien différente. Puisqu'on commence un peu à explorer le fonctionnement des adultes, on va se focaliser un peu davantage sur l'autisme. Et j'aurai la joie d'essayer de vous présenter l'autisme avec un personnage dont je n'ai encore jamais montré les images. Donc vous êtes un peu les cobayes, si vous le permettez. On va parler de Cendrillon. Ouais? Qu'est-ce que vous pensez de Cendrillon? On va découvrir Cendrillon ensemble. Allons-y. Voilà, c'est une petite tentative de PowerPoint. Alors, en fait, Cendrillon, c'est une légende qui existe à travers le continent européen. Mais il y a deux grandes sources de l'histoire. Le saviez-vous? Il y a la version de Charles Perrault. Vous connaissez Charles Perrault, l'éminent conteur et auteur de l'époque de Louis XIV. Charles Perrault, et c'est important pour la suite, était un homme de cour. Et d'autre part, la deuxième version de Cendrillon, c'est la version allemande, c'est la version des frères Grimm. Les frères Grimm, c'est tout l'inverse. Ce n'était pas du tout des gens de cour, c'était plutôt des solitaires un petit peu, vous voyez, un pied dans notre monde, un pied dans celui des autres, si vous voyez ce que je veux dire par rapport à l'autisme, et qui collectaient des légendes populaires dans des coins paumés de l'Allemagne rurale. Et donc, on a deux versions de Cendrillon. Et quand on y réfléchit, la version de Perrault, donc la version française, fait de Cendrillon une personne non autiste, typiquement non autiste.
alors qu'à mon avis, la version des frères Grimm, c'est celle d'une jeune fille autiste. On va voir en quoi ça consiste. Regardons tout d'abord la version française. Donc, c'est la version de Perrault. Hein. Donc, dans la version de Perrault, Cendrillon est totalement obsédé par le paraître. Hein, voyez. Donc, les regards, hein, c'est le principe d'une vie de cour. Hein. L'important, c'est le regard. C'est la société de spectacle, comme dirait l'autre. Hein. Donc, le tout, c'est de réussir à capter le regard du roi, ou accessoirement du prince, quoi, hein, voilà. Et il faut être vu, et il faut toujours savoir qui vous a vu. Et lorsque vous êtes vu par tout le monde, c'est là le bonheur ultime. Hein. Ça, c'est le principe de la vie de cour, c'est le principe des réseaux dits sociaux, c'est le principe, pardonnez le terme, mais beaucoup de non-autistes, quoi. Hein. Et donc, l'histoire de Perrault, hein, c'est exactement ça. Après Perrault, il a rajouté aussi toutes sortes d'éléments qui sont, j'allais dire, totalement tirés par les cheveux, hein, comme l'histoire de la citrouille que l'on ne retrouve pas dans la version allemande. Hein, il n'y a pas de citrouille dans la version allemande. Ou l'histoire des rats, hein, qui se transforment en cochers. Alors, là, en fait, c'est une allusion culturelle parce qu'à l'époque, les cochers et laquais étaient jugés paresseux, donc on les traitait de rats, quoi. Hein. En fait, bah, c'est une allusion à cette réalité très difficile de l'époque. Et donc, cette Cendrillon-là, c'est presque une influenceuse, hein, de TikTok, quoi. Hein. Voilà. Ben maintenant, on va passer à la version des frères Grimm, hein, si vous le voulez bien, et on pourra faire le parallèle entre les deux mondes, entre les deux types de fonctionnement. Alors, premièrement, chez les frères Grimm, Cendrillon ne s'intéresse pas du tout à ce qu'on pourrait appeler le bling-bling. Hein. Elle n'est pas du tout dans le paraître. Elle ne s'intéresse ni au regard, ni du roi, ni du prince. Enfin, voilà. Elle est totalement extérieure à cela. Hein. Et elle est par contre en contact étroit avec les oiseaux. Et ce sont les oiseaux qui la poussent, par exemple, à aller ici ou là, qui lui disent ce qu'il faut faire. Et elle est tellement bien en lien avec les oiseaux qu'elle parle exactement la même langue que les oiseaux. On y reviendra dans la diapo suivante. Hein. Alors, ce qui l'intéresse, la seule chose qui l'intéresse, ce sont les lumières qui scintillent. Hein. C'est-à-dire, elle ne s'intéresse pas au bal en tant que tel. Hein. Elle s'intéresse uniquement par le scintillement des lumières. Et donc, on peut continuer notre analogie. Cette petite fille-là, elle vit dans un coin de la maison, hein, elle préfère une certaine couleur de vêtements, pas les autres, et ça semble lui plaire. Et je dirais même pire que ça, elle fait à peu près les mêmes activités que celles qu'on demande aujourd'hui à des autistes en ESAT, quoi. Vous voyez ? Elle trie les lentilles, notamment, quoi. Elle adore ça. Je voulais bien, dans notre petit parcours de découverte, sur le plan, on va dire, professionnel, et sur le plan du fonctionnement des gens jugés différents. Je vous propose une petite légende, une petite fable, qui nous mènera à la rencontre de plusieurs animaux, et puis d'un fantôme. Je suis sûr que vous l'attendez. Avec la plus vive impatience, ce fantôme. Donc, notre premier animal dans la fable, c'est cet énorme lézard. Hein, c'est un dinosaure. Hein. C'est le dragon de Komodo. On pourrait aussi l'appeler le varan de Komodo. Alors, je dois faire très attention à ma diction parce qu'avec ma dyslexie, je me trompe souvent de voyelles et je dis parfois donc varan de Komodo. Je ne sais pas lequel est plus redoutable, mais bon, passons. Donc, notre dragon de Komodo a survécu à la grande extinction des dinosaures qui a eu lieu je ne sais combien de millions d'années. Comment ça se fait-il qu'il ait survécu? Hein? Moi, à l'école, on m'a appris que les dinosaures étaient morts il y a je ne sais combien de millions d'années. Hein? En fait, il a survécu parce qu'il a trouvé son lieu de vie. Hein? Il habite sur une île très particulière, c'est l'île de Komodo, justement, de l'autre côté de la Terre, et qui présente un biotope parfaitement adapté à lui. La leçon du dragon, c'est que qui que vous soyez, je suis sûr qu'il y a un environnement adapté pour vous et à vous. Voyez ? C'est ce que l'on appelle de façon savante la vision sociale du handicap, le modèle social du handicap. Avec un exemple, tout va s'éclairer. Lorsque vous êtes de petite taille,
comment est-ce que vous faites pour mettre des bagages en haut dans le bus ou le train? Vous êtes en difficulté. Voyez? Alors ce n'est certes pas un handicap massif, mais c'est un petit handicap quand même. Voyez? Si vous êtes de grande taille dans le bus, comment est-ce que vous faites avec les genoux? Ah, vous êtes aussi en situation de handicap. Donc quelle est la solution? Est-ce qu'il faut couper les jambes des grands? Je ne suis pas d'accord, moi. Par contre, on peut imaginer un bus où il y aurait de la place aussi bien pour les bagages en bas que pour les longues jambes. C'est un bus inclusif. Et dans un bus comme ça, ni les petits ni les grands ne sont en situation de handicap. Donc, c'est l'illustration même du modèle social du handicap. L'idée donc que votre handicap n'est pas directement dû à telle ou telle particularité médicale. La cause directe du handicap, c'est l'environnement social. Voyez? Il y a quelques décennies, on pensait que c'était telle particularité médicale qui faisait votre handicap. Ce n'est pas vrai. En soi, être tigrou, ce n'est pas un handicap en tant que tel. Ce qui est handicapant, c'est d'être dans un environnement scolaire ou professionnel qui n'accepte pas les petits tigrous. C'est ça le point handicapant. Et on pourrait tout à fait repenser, par exemple, le milieu médico-social, pour que les problématiques de comportement, comme on dit, les fameuses crises, est-ce que les crises sont réellement liées à la particularité médicale de la personne ou est-ce qu'elles sont liées à l'environnement? Chers amis, je peux vous dire, connaissant pas mal d'établissements médico-sociaux, que même nous autres, si on y était mis, je crois que parfois on aurait nous aussi des crises et des troubles du comportement. Vous voyez, c'est un exemple. Donc, le rôle de l'environnement au sens physique, lieu de travail, est parfois bien plus déterminant qu'on ne le croit. C'est la leçon du dragon, si vous le permettez. Deuxième animal, c'est notre adoré petit perroquet qui s'appelle le kakapo. C'est pas moi qui ai inventé le nom, il s'appelle vraiment comme ça. Le kakapo est un très mignon petit perroquet, mais il a quand même un problème. Son problème, c'est qu'au cours de l'évolution, il a perdu tous ses neurones, ou presque. Et aujourd'hui, il passe pour être l'oiseau le plus stupide de la création. Et oui, dans les bouquins savants, il est décrit comme, je cite, lent, gras et idiot. Si vous avez des amis qui vous décrivent comme ça, je crois que ce ne sont pas des amis, là, Mais avant de nous moquer du pauvre petit kakapo, où est-ce qu'il habite ce kakapo? Le kakapo habite dans certains des endroits les plus beaux de la Terre. Il habite dans les montagnes du sud de la Nouvelle-Zélande. Vous voyez, là où on tourne quantité de films que les gens se pressent pour aller voir dans des salles obscures. Donc dites-moi, qui est bête et qui est intelligent? Je connais des bipèdes humains qui se croient très malins, mais qui passeront leur vie entre deux dalles de béton à respirer des gaz d'échappement. Peut-être que c'est le kakapo qui a raison. C'est à discuter. En tout cas, plus les années passent, et moi je sais ce que veut dire la notion de déficience intellectuelle. Mais c'est tellement facile de montrer quelqu'un du doigt et de dire lui il est déficient intellectuel. Mais sur quoi ça repose exactement et qu'est-ce que cela recoupe? Grande question. On y reviendra avec quelques histoires dans quelques secondes. Mais avant cela, il faut faire la rencontre de notre animal suivant. C'est un homard. Le homard, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, le homard a une compétence sociale fabuleuse. Il a un sens de hiérarchie. Le sens de hiérarchie, c'est très important si vous voulez réussir dans la société. Par exemple, si vous, histoire vraie, vous passez l'entretien d'embauche et vous retrouvez dans le bureau du grand patron. Si vous arrivez et que vous faites « qu'est-ce que ça pue ici ?» est-ce que vous aurez le job? Parce que chacun sait que dans le bureau du grand patron, ça sent la rose, quoi. Vrai ou pas vrai? Ouais, bien sûr. Et ce mécanisme de hiérarchie sociale est tellement gravé en vous que si
La porte s'ouvre et il y a un grand de ce monde qui arrive, type roi, président, je ne sais quoi. Vous ressentirez un frémissement de majesté, hein, le mysterium tremendum pour jargonner, quoi. Hein, voyez. Et même si 2 minutes auparavant vous avez dit des vacheries impossibles sur l'homme politique en question, si jamais il se retrouve devant vous, vous ressentez ce frémissement de majesté, quoi, hein, voyez, et votre voix deviendra mielleuse, hein, et vous allez devenir tout à fait presque en mode laquais, quoi. Hein, ce sont des phénomènes psychologiques. Hein. Le homard est tout à fait expert dans ces choses-là, parce que le homard, lorsqu'il est dominant, il va prendre ses aises. Hein. Par contre, lorsque c'est un homard dominé, il va se recroqueviller. C'est pour ça qu'on dit que c'est le homard qui a inventé le patriarcat. Ah, ça, je n'en suis pas très sûr sur le plan scientifique, mais la phrase est assez plaisante, non? Voilà. Donc ce homard-là est très avancé sur le plan des compétences sociales. Les camarades autistes et votre serviteur compris n'ont pas forcément de grand sens des hiérarchies sociales, ce qui leur vaut bien des problèmes. Mais ce homard tellement doué, qu'est-ce qui lui arrive en fin de compte? Ben, il se fait bouffer, quoi. Ouais. Donc, à y réfléchir, que vaut-il mieux être? Homard ou kakapo? J'ai choisi le kakapo, clairement. Voyez? Parce que, au fond, où est-ce que même les plus fins stratagèmes sociaux, quoi, hein, je ne pense pas que ce soit constructif à long terme. Hein. Voyez, c'est un peu sombre comme remarque, mais il y a un truc que je vous ai caché, c'est que je suis né le même jour et la même année que Britney Spears. Voilà, donc ça c'est mon vrai handicap, non je plaisante. En fait, je me suis rendu compte que Britney Spears et moi-même, donc ma jumelle astrale et moi, nous avions un autre point commun, c'est que ni elle ni moi ne savons chanter, quoi. Ah, bon, c'est un peu embêtant, mais bon, on peut vivre même sans savoir le faire. Quoi. Et donc Britney Spears, en fait, elle a eu dès le plus jeune âge et dans tous les domaines un succès dépassant de très loin ce dont peut rêver le plus grand des ambitieux. C'est-à-dire, même si vous êtes maladivement rongé par une espèce de carriérisme, vous ne pouvez pas, dans vos rêves les plus fous, songer à avoir le même succès que Britney Spears. Et elle l'a eu dès le plus jeune âge. Très bien, me direz-vous, mais où est-ce que cela a mené? Voyez? Peut-être qu'elle aurait été bien plus épanouie, bien plus équilibrée, si elle avait pu avoir un métier dit normal. Voyez? Ça, c'est un constat très perturbant, je trouve. Hein. Et peut-être que la notion de succès, en particulier succès social, hein, méfions-nous. Hein. J'ai pu, dans mes années de militantisme, rencontrer nombre de personnages dits illustres, chefs d'État divers et multiples, même Gorbatchev. Je l'ai rencontré dans les chiottes, mais quand même rencontré. Hein, des milliardaires, toutes sortes de prix Nobel. Ben, en fait, souvent, ils étaient malheureux comme des chiens, quoi, hein, dans leur vraie vie. Est-ce que c'est réellement ce à quoi on doit en chirer? Est-ce qu'il est pathologique de ne pas y aspirer? Hein, ce sont de grandes questions. Hein. On peut y réfléchir à partir du homard. Hein. Et c'est là qu'on arrive à notre premier cas humain. J'ai la joie de vous présenter un monsieur d'un certain âge qui s'appelle Jacques Dubochet. Hein. Il y a plusieurs façons de voir Jacques. Une première façon de le voir, c'est comme une personne déficiente intellectuelle. Hein. Jacques Dubochet n'a pas d'extraordinaires compétences rhétoriques. Hein. Son vocabulaire est pauvre, sa construction de phrases difficile. Et il a des mouvements un petit peu surprenants sur le plan social. Hein. Voyez. Par contre, Jacques Dubochet est aussi prix Nobel. Un vrai, hein, vous pouvez vérifier, c'est pas le prix Isidore Nobel, hein, c'est le vrai prix Nobel, vous pouvez vérifier. Et donc, Jacques Dubochet, il a une sorte d'observatoire privilégié, c'est qu'il voit toute la duplicité humaine. Quand les gens ne le connaissent pas, on le traite avec mépris, on le tutoie malgré son âge. Quoi, hein, voyez. Par contre, dès lors que les gens apprennent qu'il a le prix Nobel, le ton change. Eh bien, professeur, daignez vous donner la peine d'entrer, le caviar est servi. Quoi. Enfin, ça le met dans une rage folle, quoi.
Mais au fond, comment est-ce qu'on fait le tri entre les gens? Jacques, j'ai passé une après-midi avec lui et il m'a raconté un peu, lorsque donc, il était gosse, aucune école ne voulait de lui, quoi. Ce qui était jugé, à l'époque, on disait attardé, quoi. Et donc, suite à diverses péripéties, son père, qui bossait dans le bâtiment, avait eu un chantier dans un coin un peu paumé. Et là-bas, il y avait un vieux prof à la retraite qui, par charité chrétienne, avait appris quelques petits trucs au petit Jacques, quoi. Hein. Il avait 8 ans et demi, je crois. Hein. Donc, ça peut donner beaucoup à réfléchir sur nos prétendus critères d'exclusion et que veut dire l'intelligence des gens. Hein. Je pourrais, en toute humilité, vous raconter une ou deux histoires personnelles. Hein. J'ai la joie d'aller assez souvent dans des établissements médico-sociaux. Vous voyez, le genre d'endroit où vivent, travaillent des personnes handicapées, par exemple adultes. Souvent, c'est dans des lieux naturels superbes. Si vous cherchez des idées pour vos vacances d'été, faites le tour des établissements médico-sociaux. La nature est souvent très belle, quoi. Mais voici ce qui m'arrive, c'est que le matin, venu pour ma formation ou je ne sais quoi, avec mon petit baluchon, je me retrouve face à la personne qui est à l'accueil. Et donc cette personne, cette professionnelle qui voit défiler du matin au soir des personnes handicapées, des personnes valides, souvent cette professionnelle croit que je suis le nouveau résident de l'établissement et donc elle me tend des clés, quoi. Alors c'est une chose excellente parce que ça veut dire que cette professionnelle a compris qu'il y avait un club commun entre les personnes de l'établissement et votre serviteur. Là où ça devient moins rigolo, c'est pourquoi le soir venu, après que je me suis amusé avec je ne sais combien de camarades du lieu, eh bien, eux, ils resteront entre quatre murs et je serai libre comme l'air ou presque. Qui fait le tri? Selon quels critères? Oui. C'est une grave question, quoi. Je ne sais pas si vous connaissez l'ordre de Malte. L'ordre de Malte, je les aime bien parce qu'ils sont très rigoureux, du moins à mon petit avis, dans leur action. L'ordre de Malte avait organisé l'autre jour une formation, une espèce de colloque sur l'exclusion à leur siège à Paris. Un lieu que je ne connaissais pas du tout. J'étais donc fort intimidé, un peu façon Porcinet, vous voyez, pour les connaisseurs. Donc je me suis retrouvé devant la grille du siège de l'ordre de Malte avec mon petit baluchon sur le dos. J'hésitais à entrer ou pas. C'est là qu'une voiture arrive. Il y a un monsieur élégamment vêtu qui en sort. Et donc je lui demande, je peux rentrer ou pas? Et là, le monsieur élégamment vêtu me dit « Non, 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 pour vous, l'entrée n'est pas là. Vous devez descendre la rue, tourner à gauche, marcher sur 200 mètres. » Là, je lui dis « Merci, monsieur, merci de m'avoir indiqué un raccourci. Et moi qui m'apprêtais à rentrer par la mauvaise porte. » Donc je suis les instructions, je descends la rue, je tourne à gauche, et là je ne vois pas l'entrée de l'ordre de Malte. Donc un peu déçu, je regarde et je finis par comprendre. J'étais en face de l'entrée de l'asile psychiatrique Sainte-Anne. En fait, il m'avait envoyé à l'asile psychiatrique. C'était un jeune médecin qui venait à la formation. Oui. Donc bref. La vie est pleine d'excellentes surprises. Mais comment est-ce que nous pouvons avoir la prétention d'exclure des gens parce qu'on a cru déceler telle ou telle chose chez eux, quoi. J'ai entre autres un ami autiste qui, comme d'autres, a passé quelques années à l'hôpital psychiatrique sous contrainte, près de Lyon, un lieu bien connu. Et lorsque, 20 ans plus tard, même plus que ça, on demande le dossier médical et qu'on finit par l'obtenir, on voit que le psychiatre a noté comme justificatif d'hospitalisation sous contrainte
le fait que cet ami avait, je cite mot pour mot, des lueurs diaboliques dans les yeux, quoi. Je ne sais pas comment est-ce que vous devinez les lueurs diaboliques dans le regard. Bon, ça c'est un vaste débat, quoi. Donc, en tout cas, je veux dire, la notion d'exclusion, la notion de déficience intellectuelle sont des choses qui peut-être ne sont pas aussi objectives qu'on le croit. Et en la matière, peut-être je peux vous présenter mon maître spirituel, c'est-à-dire Rantanplan, quoi. Est-ce que Rantanplan est très bête ou très intelligent? En fait, on n'en sait rien, quoi. Et vous pouvez regarder pendant des heures des vidéos, des films de Rantanplan, on ne saura jamais s'il est bête ou très intelligent, quoi. C'est ça, tout le charme de Rantanplan, quoi. Et pour les connaisseurs, comment s'appelle le meilleur ami de Rantanplan? Rantanplan a un copain dans l'histoire, c'est qui? C'est Avrel, voilà. Et est-ce que ça ne nous a pas troublé qu'Avrel ait exactement le même profil psychiatrique que Rantanplan? Vous voyez? Avrel n'est pas un délinquant très efficace, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, Avrel, il est génial pour explorer un sujet que l'on a parfois du mal à formuler. Mais Avrel, c'est l'exemple même d'une personne autiste qui se retrouve dans un mauvais environnement, quoi, parce que bon, il est dans une fratrie délinquante quand même, c'est pas une blague. Et lorsqu'on s'intéresse au parcours de vie des personnes autistes les plus exclues, généralement on peut voir qu'il y a une très forte proportion de problématiques sociales chez la famille, financière chez la famille, quoi. Je dirais le facteur numéro 1 d'exclusion ou au contraire d'inclusion des gens autistes, même à l'âge adulte, pardonnez mais j'en suis convaincu, c'est la richesse de leurs parents, quoi. Voyez, c'est assez perturbant, mais je crois que plus que n'importe quel autre facteur prétendument génétique ou biologique, ce sont ces éléments-là que l'on observe comme ayant le plus d'impact sur le devenir des jeunes et moins jeunes. Et ça nous donne beaucoup à réfléchir par rapport à toutes ces personnes que l'on a exclues, à qui on n'a pas proposé des ressources d'apprentissage et que l'on déclare très abruptement déficients intellectuels, inaptes à la vie en société, inaptes au travail et que l'on chasse, quoi. Ça, je crois, on pourra y revenir dans les questions si cela vous tracasse. Alors, maintenant, passons à la dimension collective. Jusqu'à présent, on a parlé plutôt d'individus. Et notre leçon de management pourra commencer avec, justement, l'inspecteur Gadget. Est-ce que vous l'avez remarqué, mais Gadget est membre de notre petit club. Voyez, Gadget est très fort sur le plan technique, d'où d'ailleurs son surnom. Il maîtrise un peu tout ce qui peut plus ou moins tourner, marcher automatiquement. Par contre, sur le plan social, comment est-ce qu'il est? Pardon, il est nul, quoi. Il n'a toujours pas pigé qu'il y avait un Dr Gang qui lui en voulait, quoi. Et c'est d'ailleurs ça ce qui fait marrer les gosses, quoi. Parce que les épisodes sont très répétitifs. Et ce grand gaillard-là, l'inspecteur Gadget, n'a toujours pas compris qu'il y avait un Dr Gang qui lui en voulait. C'est quand même extraordinaire, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Par contre, pourquoi est-ce que l'inspecteur Gadget ne se fait pas liquider par le Dr Gang? Parce qu'il travaille en équipe, quoi. Il y a une espèce de gemme, quoi, qui se constitue. Donc il y a une équipe avec des profils parfaitement complémentaires. Et ça fonctionne à merveille, quoi. Aucun des trois n'aurait pu faire le boulot séparément, quoi. Mais la complémentarité fait le succès de l'équipe. Pendant longtemps, quand on voulait constituer une équipe sur le plan professionnel, on pensait qu'il fallait s'entourer de personnes ayant toutes le même profil. C'est une lourde erreur, parce que si vous avez dans votre équipe 30 inspecteurs gadgets, tous parviendront au même résultat. Donc quel est le degré d'innovation?
Par contre, si vous avez toutes sortes de profils, là, vous réussirez à résister à toutes les combinations du docteur Gang. Moi, quand je réfléchis un peu, c'est perturbant, je ne devrais peut-être pas le dire en public, mais je me demande par moments si le docteur Gang lui-même n'était pas un peu autiste, avec ses idées fixes, non? Voyez, en tout cas, son chat est extraordinaire, voyez. Bon, bref, c'est pour un autre débat. Donc, venons-en, si vous voulez, à quelques petites bribes de management, et puis à la fin, on verra la conclusion avec le fantôme. Pour découvrir le management autistique, tout simplement, on peut refaire le parcours d'une personne autiste depuis, on va dire, l'état de non-boulot vers l'emploi. Alors, la première problématique qui se pose à nous, c'est tout simplement de trouver le talent, trouver la personne en question. Alors, déjà, il faut absolument casser un mythe. Beaucoup d'entreprises croient qu'un rôle parfaitement passif suffira à attirer les talents. En d'autres termes, j'attends que les bons CV me tombent dessus. Mais en fait, ce n'est pas comme ça que ça marche, notamment par rapport au secteur du handicap, par rapport au secteur de l'autisme. Pourquoi ? Il faut imaginer plutôt que vous êtes non pas passif, mais que vous êtes travailleur dans une mine. Dans une mine, vous êtes dans une mine des diamants, vous creusez, les diamants ne vont pas vous tomber dessus spontanément, vous devez bosser. Et de même, si vous êtes recruteur, en quête de diversité, en quête de talent autistique, vous devrez bosser de votre côté, vous devrez aller dans des lieux où vous n'êtes probablement jamais allé pour rencontrer les personnes. Ne croyez pas que les gens autistes vont vous arriver comme ça par miracle dans l'entreprise. Et pour me moquer un peu, j'ai essayé de googler des expressions marrantes comme recruter un génie, ça n'aboutit à rien de probant, Rien. Si vous cherchez recruter autiste génial, ça ne marche pas comme ça. Il y a du boulot à faire. Et malheureusement, et en particulier en France, on a une sorte de séparation drastique du petit monde du handicap et du petit monde, on va dire, économique. Ce sont deux univers qui se parlent très peu. Donc il y a des ponts à construire ou des tunnels à creuser, je ne sais pas quelle est la meilleure expression, mais en tout cas un rôle passif d'attendre que les bons CV vous tombent dessus, ça ne marchera pas. Une fois que, vous avez établi un premier contact avec des personnes, on va dire, intéressantes, bien de chez nous, maintenant viendra l'étape critique de la sélection. Sur quels critères est-ce que vous choisissez telle personne ou pas? Oubliez le sacro-saint entretien d'embauche, parce que même si vous êtes très bienveillant, lors de l'entretien d'embauche, vous garderez ou éliminerez les gens en fonction de choses qui sont totalement futiles. Par exemple, le nœud de cravate, la façon de serrer la main, la façon de dire bonjour. Voyez. Ces choses-là, en général, n'ont strictement rien à voir avec le boulot en question. Et que vous le souhaitiez ou non, 90-95% de votre décision d'emploi, de non-emploi dépendra de ces facteurs-là. Ou encore, en France, on a un culte du diplôme, vous voyez. Le culte du diplôme, je trouve quelque chose de tout à fait fascinant, Au fond, vous savez, de ce que l'on vous a appris pendant X années d'études, de quoi exactement avez-vous besoin pour votre profession au quotidien? En général, de très peu de choses. Donc ce culte du diplôme mène à de fâcheuses dérives et à de fâcheuses exclusions. Parce que, premièrement, les personnes autistes, mais pas que, peuvent avoir d'extraordinaires qualités d'autodidacte, mais aussi parce que, et c'est là que le bas blesse vraiment, en France, on n'a quasiment rien fait pour la formation des adultes. Voyez. Je vous mets au défi. Reprenez le texte de ces fameuses lois fondatrices sur le handicap, loi de 2005, loi sur l'école inclusive 2013, etc. Je vous mets au défi de me lister toutes les clauses qui portent sur la formation des adultes handicapés, sur l'université pour étudiants, par exemple. Il n'y a rien. Il n'y a quasiment rien sur le plan juridique pour
favoriser cette inclusion de la formation des personnes jugées différentes. Et c'est là, en quelque sorte, que les personnes, on va dire, soucieuses de l'inclusion des personnes autistes seront face à des défaillances dramatiques et devront payer les pots cassés, quoi. Donc, il est d'autant plus nécessaire de ne pas être obsédé par ces questions de pur diplôme. Et j'ajouterais, parce que c'est l'éternelle objection, j'ajouterais qu'à titre personnel, je ne suis pas du tout mu par une quelconque aigreur. J'ai eu un parcours universitaire 5 étoiles. Et donc je ne dis pas par aigreur ou ressentiment personnel pour contrer une objection très facilement sortie et entendue. Et une fois, j'allais dire, c'est ce processus de recrutement enclenché, peut-être qu'on peut imaginer d'autres façons de choisir. Est-ce qu'au hasard, on ne pourrait pas soumettre la personne à, que sais-je, une mise en pratique? En Amérique, personne ne s'intéresse à vos diplômes, Par contre, on vous mettra en situation professionnelle et on verra tout de suite si vous êtes en mesure de faire le boulot ou pas. Ce n'est pas un critère parfait, et c'est un critère bien plus juste, je trouve. Donc, en renouvelant les façons de sélectionner les profils, je crois qu'on peut être bien plus inclusif. Et le vrai défi viendra après. C'est ce que l'on appelle en France le maintien dans l'emploi. Le piège dans lequel tombent à peu près toutes les entreprises, c'est qu'une fois le recrutement fait, on considère que la personne n'est plus autiste ou n'est plus handicapée. Voyez ? Ah oui, ça y est, tu fais partie de l'équipe, bon ben, oublie l'autisme, viens boire un verre au bistrot. Oui. En fait, c'est pas comme ça que ça marche, C'est à ce moment-là, justement, que les efforts d'inclusion doivent être mis en place. Et ces efforts d'inclusion doivent être maintenus à long terme. On ne peut pas considérer que, par exemple, au bout de 2-3 mois, ça y est, c'est bon, il n'est plus autiste. Non. Même après 5 ans, par exemple, dans l'entreprise, il faudra qu'il y ait un petit suivi. J'ai bien dit petit, l'idée, c'est pas de suivre la personne 24 heures sur 24, mais il faut qu'il y ait périodiquement un petit moment d'échange, même quand tout se passe vraiment bien sur le long terme. Parce que oui, peut-être qu'il bosse bien, mais peut-être qu'il ne lit pas ses courriers. Et toutes les lettres de la banque qui lui arrivent, il ne les a pas lues, Oui, c'est tout à fait carré, Enfin bon, et on pourrait multiplier les exemples. Donc cela risque d'amener à de graves dérapages. Deuxième remarque, il faudra réfléchir à la personne dans sa globalité et pas simplement pendant les horaires où il ou elle est présent au boulot. Vous vous souvenez de la petite histoire d'Anne que je vous ai racontée au tout début? C'est exactement ça. Si vous ne savez pas comment la personne est logée, si vous ne savez pas comment elle va bosser, eh bien je crois que l'inclusion n'est pas réussie. Et notamment dans le cas de l'autisme. Beaucoup de gens autistes, même très très doués, même prix Nobel peut-être que sais-je, par exemple, ne savent pas s'occuper de leur frigo, ne savent pas faire leur lit. Ce n'est pas grave comment vous allez l'appeler. On peut l'appeler professionnel pivot comme au Canada, on peut l'appeler juste le super pote, un tel, peu importe. Mais qu'une personne puisse être là, quasiment en permanence, pour toutes les questions, y compris la chaudière qui ne marche pas, y compris parce que je n'ai pas compris la consigne, y compris parce que, je ne sais pas, mon train est en retard ou autre. Voyez. Et ce professionnel-là sera souvent la porte d'entrée ou de contact avec tout le reste de l'entreprise. Et je suis stupéfait quand je regarde un peu le fonctionnement des gens autistes dans l'emploi, mais aussi le mien, à quel point ce mode de fonctionnement est présent. Une petite histoire va peut-être clarifier les choses mieux que beaucoup de baratins. Vous l'avez peut-être remarqué, j'ai de nouvelles lunettes. Oui, parce que les anciennes étaient devenues tout rayées, je ne voyais plus la lumière du jour, donc j'exagère. Mais comment se fait-il que j'ai de nouvelles lunettes?
Ben, c'est que ma patronne en Belgique m'a accompagné de A à Z dans toute la procédure. Ah, c'est pas son boulot, elle a autre chose à faire, hein, voyez. Et il y a eu quelques petits sourires chez l'opticien. Mais sans ça, je n'aurais pas eu de lunettes. Voyez, c'est une petite histoire, quoi, hein, voilà. Donc, ce point-là pour dire que l'accompagnement d'une personne autiste doit se faire dans la durée. À l'âge adulte, cet accompagnement peut être amical. Il est hors de question de jouer au KGB, quoi, hein. Mais un accompagnement doit être proposé. Et ce n'est pas une honte. On peut d'ailleurs s'accompagner mutuellement, hein, voyez, ce qu'on appellerait la pérédance, mais peu importe les termes. Donc, vous voyez, en quelques mots, hein, c'était vraiment un rapide condensé. On pourra revenir sur tel ou tel aspect. Il y a un ensemble de bonnes pratiques qui ne sont pas tellement compliquées, mais si vous ne les suivez pas, il y aura de graves échecs. Et c'est là qu'on se dit qu'il suffirait finalement de presque rien pour réaliser l'inclusion, mais c'est ce presque rien qui justement peut vous exclure. Alors, dans les quelques minutes qui sont, voilà, vous l'attendiez, le voici, c'est Casper. Que pensez-vous de Casper? Qu'est-ce qu'il est? Comment est-ce qu'il est décrit, Casper? Oui, s'il est gentil, c'est le gentil fantôme, hein? Oui, il y a parmi nous, non, des experts en caspérologie, non? Si, j'en suis sûr. Dites-moi, si quelqu'un connaît bien Casper, au tout début de l'histoire de Casper, on voit une petite classe avec les petits fantômes, dont Casper, et le prof, fantôme lui aussi, qui enseigne des choses aux petits fantômes. Mais qu'est-ce qu'il enseigne? Qu'est-ce qu'on apprend dans une classe fantôme? Est-ce que quelqu'un le sait? Voilà, bravo. On apprend à faire peur, on apprend à faire bou aux humains, quoi, parce que, paraît-il, la jouissance suprême des petits fantômes, c'est de terroriser les humains, quoi. Alors, le seul petit fantôme qui refuse de faire ça, c'est Casper. Et donc, Casper se brouille avec les autres petits fantômes. Par contre, Casper, quel est son objectif dans la vie? Qu'est-ce qu'il veut faire? Quel est l'objectif dans la vie de Casper? Il veut se faire des potes, quoi. Il veut se faire des amis. Mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il fait peur à tout le monde, quoi. Vous voyez? Casper essaye désespérément de se faire des amis, mais malheureusement, à chaque fois, ça rate. Parce que, précisément, les gens ont peur des fantômes. Et est-ce que vous savez à quel moment il réussira à se faire des amis malgré tout? Quel est l'élément déclencheur? C'est lorsqu'il tire quelqu'un d'une situation insoluble, lorsqu'il aide les gens. Lorsque, par exemple, il y a un petit scout qui se fait traquer par un ours, et lorsque Casper réussit à chasser l'ours, là, le petit scout comprend qu'en fait, Casper est un gentil gars. C'est pour ça que je dis aux personnes handicapées, aidez les valides. Et si vous êtes handicapé, votre boulot sur Terre, c'est d'aider les valides. C'est votre seule façon de se faire accepter. Voyez, bon, c'est un petit peu exagéré, évidemment, mais c'est le principe de vie de Casper. Et je dirais même que la philosophie de Casper, à savoir d'être toujours positif et malgré les échecs de persévérer, c'est une philosophie bien plus intelligente et bien plus constructive que celle des autres petits fantômes qui veulent terroriser les autres, etc. Donc pour se faire des amis, il y a toutes sortes d'astuces que l'on a développées, qui marchent aussi bien chez les gamins que chez les adultes. Il existe des façons de trouver des amis et il ne faut jamais désespérer, même si ça a l'air perdu. Et c'est à ce niveau-là que je me permettrai un coup de griffe. Contrairement à ce que l'on croit souvent, l'enfant autiste qui ne joue pas avec ses camarades de classe, en fait, le problème n'est pas chez lui. Le problème est souvent chez les petits camarades qui refusent de jouer avec lui. Parce que si vous reprenez l'histoire de Casper, est-ce que c'est Casper qu'il faut guérir parce qu'il n'a pas d'amis? Non, ce sont les autres qui ne veulent pas de lui, quoi. Lui, Casper est super mignon, super gentil, super serviable, à tout moment. Vous voyez? Et ça ne marche pas. Et donc, je crois que ça met un bas
presque beaucoup de théories sur, par exemple, l'autiste à l'école, l'autiste dans l'emploi, et ça met à mal aussi beaucoup de théories de coaching. Vous voyez, maintenant c'est le mot à la mode. Dès que vous parlez de handicap et d'inclusion, on va tout de suite vous sortir le coaching. Pour résumer les choses, bon, le monde du coaching est très vaste, il y a toutes sortes de figures, etc. Mais pour résumer les choses, souvent quand on pense à coaching, on se dit que suite à X heures, on va dire, de coaching, l'autiste deviendra normal, quoi. Par exemple, vous êtes un autiste qui ne trouve pas de boulot, ben on vous amènera vers le coach, vous deviendrez non-autiste et vous pourrez passer l'entretien d'embauche. C'est ça l'idée, quoi. Mais en fait, ça ne marche pas. Parce que même après 5000 heures de coaching, vous serez toujours autiste. Surprise. Voilà. Ma sœur est prof de japonais. Ma sœur a des compétences intellectuelles éminentes. Elle est prof de japonais. Elle maîtrise bien sûr toutes les subtilités du japonais en tant que langue, culture et je ne sais quoi. Mais pardon de le dire, si vous la jugez sur des critères purement japonais, elle sera toujours moins compétente qu'un japonais moyen, quoi. C'est ça. Un autiste, même lourdement coaché, sera toujours moins performant en entretien d'embauche qu'un non-autiste moyen, quoi. C'est normal. C'est tout simplement que la machine n'est pas construite de la même façon, donc on ne parviendra jamais à refaçonner les gens selon les je dirais, idées et modes du moment, quoi. Ça, c'est un premier point assez embêtant que l'on voit dans Casper. Et puis, d'autre part aussi, l'idée du coaching. Parfois, cela mène à cette croyance que la personne réalisant le coaching devrait être extérieure à l'entreprise ou à l'université. Mais je crois que c'est une erreur, parce que le vrai coach, ça devrait être votre patron, voyez, votre N+1. Je pense que c'est bien plus malin. Et c'est lorsque l'on réfléchit à ces questions, par exemple, d'inclusion des autistes à l'université, si vous avez un coach externe à l'université, eh bien, comment est-ce que ce coach externe va négocier avec les profs? Jamais on ne le prendra en considération parce que c'est un personnage qui n'est pas du même monde, quoi. Voyez. Et donc la seule ressource du coach, ce sera de tenter de encore et encore modifier l'étudiant autiste, alors que le problème est peut-être à un autre niveau, quoi. Voyez. Donc c'est pour cela, je crois que pour l'inclusion, par exemple dans l'univers de la formation, en tout cas à l'âge adulte, l'idéal c'est que ce soit un membre du corps professoral ou votre boss, quoi, qui soit votre coach et qui soit également ce fameux interlocuteur dont on parlait il y a quelques instants. Sans vouloir vous raconter ma petite vie, je travaille avec des étudiants handicapés, lourdement handicapés, pour un certain nombre d'entre eux, qui font des études de philosophie, ou alors des études un peu apparentées, type langue ancienne, vous voyez, ce genre de choses. Et donc, pourquoi est-ce que je ne peux pas accompagner un étudiant en maths, même un étudiant autiste par exemple en maths? Parce que j'aurais rien à lui dire. Je lui dirais bonjour, comment ça va? Mais ça, il n'en a rien à faire, quoi. Lui, il veut bosser les maths, quoi. Pas ça. Voyez. Donc, il m'est interdit dans la législation belge de travailler avec un étudiant en maths ou un étudiant en agro, quoi. Voyez. Ou un étudiant en médecine, je ne peux pas. Il y a des collègues qui le font, mais pas moi. Voilà. Donc ça, ce point-là, il faut que la personne qui accompagne, qui fasse ce travail-là, connaisse les centres d'apprentissage, le métier de la personne autiste. Un autre élément qui me semble tout à fait important, il ne faut pas que ceux qui réalisent l'accompagnement soient des administratifs purs et durs. La fameuse mission handicap des universités. Pourquoi? Parce que la mission handicap vous dira toujours on ne s'occupe pas du pédagogique. Bon, déjà le terme pédagogique est assez insultant parce que paidos, c'est l'élève, c'est l'enfant, pardon. Vous voyez, ce n'est pas, on va dire, un adulte. Donc finalement, mis à part remplir un dossier administratif qui ne devrait pas prendre plus d'1 heure par an, quoi, et encore.
comment un cheminement personnel quotidien on proposera aux gens, quoi, hein, voyez, si c'est une entité administrative au bureau 312, quoi, hein, voyez. Également, dans le cas de l'autisme, il faut être proactif. Si vous attendez que la personne autiste vous liste ses doléances, j'ai besoin de ci, de ça et de ça, ben vous attendrez longtemps. Et en général, ceux qui gémissent et crient le plus, ce sont ceux qui de fait ne sont pas handicapés, quoi. Voyez. Donc là, il faudra connaître la personne pour établir soi-même avec la personne les requêtes exactes. Certaines universités dans le monde croient que c'est à chaque étudiant de demander à ses profs ses aménagements liés au handicap. Ça peut marcher par exemple pour le monde des sourds, hein, parce que dans le monde des personnes sourdes ou malentendantes, il y a des assos très puissantes, et les personnes sourdes, du moins les jeunes, hein, sont souvent très très bien militants et savent faire entendre leur voix sans mauvais jeu de mots. Hein. Par contre, dans l'univers de l'autisme, les personnes les plus exclues ne demanderont jamais rien. Voyez. Et là, il y a un sacré point. Et puis, dernièrement, pour que l'inclusion puisse se faire, il faut que votre point d'appui, votre soutien, ait une position de force dans la hiérarchie. Dans l'idéal, c'est le boss lui-même. Hein. L'inclusion ne peut pas se faire par un troisième couteau. Voyez. Quel poids aura quelqu'un d'extérieur ou un autre étudiant par rapport au président de l'université lorsqu'il s'agira de forcer un aménagement, quoi. Voyez, ce sont toutes ces questions-là qui me font assez profondément repenser le fameux métier de coach, tel que parfois on l'envisage et derrière lequel il y a des enjeux financiers assez majeurs, quoi, hein. Donc pardonnez, je me suis un peu égaré par rapport à Casper, hein. Mais puisque j'ai longuement bavardé, je vous propose d'arriver à la conclusion, comme ça on aura plus de temps pour échanger, aborder les sujets qui vous apportent réellement. Alors, la conclusion, c'est tout simplement une phrase que j'aime beaucoup. Hein, c'est une phrase qui figure dans le préambule de la Constitution suisse. Vous pouvez la voir ici. Hein. Donc, elle s'énonce dans sa version française comme suit. La force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. C'est une très belle phrase, mais je ne pense pas qu'il faille interpréter cette phrase au sens caritatif, hein, au sens où, par exemple, il y a des pauvres, donc il faut leur donner des sous et la collectivité se sentira mieux. Bon, ce sont des choses nobles, évidemment, mais ce n'est pas comme ça, je crois, qu'il faut comprendre cette phrase. À mon avis, il faut comprendre cette phrase comme Raymond Jacquard la comprenait, à savoir donc que nous devons beaucoup, nous, en tant que société, aux personnes exclues, aux personnes dont on se moque, aux personnes dites cheloues, quoi. Hein, voyez, nous leur devons beaucoup. Et notre patrimoine culturel, notre société en tant que telle repose justement sur l'apport de ces personnes-là. Hein. Et j'avais presque envie de vous poser une question. Réfléchissons un instant. La première version du texte est en allemand, on est d'accord. Hein. La deuxième est en français, on est d'accord. La troisième est en italien, il n'y a pas de doute. Et la quatrième, dites-moi, en quelle langue est la quatrième version? Une idée? C'est quoi comme langue, ça? La question à 1000 roubles. Non? Personne n'a d'idée? Si. Alors. C'est quoi la quatrième langue de la Suisse? Le romanche. Bravo, c'est le romanche. Le rhétoromanche, quoi. Hein? C'est une toute petite langue qui est parlée dans des vallées paumées tout à fait à l'ouest, à l'est de la Suisse, dans le canton des Grisons. Il y a en Suisse beaucoup moins de locuteurs de romanche que d'autistes. C'est vous dire, quoi. Hein? Et pourtant, le romanche est reconnu et a un statut officiel au même titre que, je ne sais pas, l'italien ou le français ou que sais-je. Ça, c'est très impressionnant.
Ce n'est pas parce que vous appartenez à une culture jugée minoritaire, ce n'est pas parce que vous parlez de façon bizarre que vous méritez d'être exclu, que vous méritez d'être normalisé. On aurait pu dire quoi? Quel est cet affreux dialecte que tu parles? Apprends donc une langue normale, quoi. Hein? Non. Vous voyez, en reconnaissant la particularité de l'autre, c'est comme ça aussi, je crois que l'on peut réaliser cette communauté humaine. Hein. Beaucoup d'États ont reconnu dans leur constitution les droits des personnes handicapées. Même la Belgique l'a fait, pas la France à ce jour. Je l'avais dit un jour à Édouard Philippe quand il était aux manettes. Il m'avait répondu « Vous me mettez la pression. » Le pauvre petit bout de chou, maltraité par les autistes. Mais je me dis que cette étape-là, parmi d'autres, pourrait permettre, y compris sur un plan concret, devant des juridictions, de défendre les droits des personnes exclues et de ne pas devoir invoquer je ne sais quel texte un petit peu abstrait dans les grands traités internationaux qui n'ont pas, comme disent les juristes, d'effet direct. Hein. Donc reconnaître les droits, des droits opposables en justice aux personnes différentes, je crois que c'est comme cela qu'on peut réfléchir à créer justement cette communauté avec des personnes, y compris bizarres, y compris marginales, y compris celles qui parlent de toutes petites langues, et y compris les personnes qui ont de grandes différences sur le plan cognitif. Merci beaucoup.